réponse des bêtises. Merci effectivement, comme l'a dit Norbert, de nous avoir invités. Nous, Structure Nationale, on aime bien venir en région, voir ce qui se passe. Notre mission à nous, c'est la coordination aussi, mais des politiques publiques de lutte contre le cancer. Et donc ça, effectivement, ça peut paraître un peu stratosphérique. Et puis tout en bas, il y a des acteurs de soins qui, au quotidien, coordonnent la prise en charge, les soins, le parcours, vraiment dans ce qu'il y a de plus concret. Et il faut un niveau entre les deux. Il faut une charnière qui fait que, comme le disait Philippe tout à l'heure, les choses remontent et descendent et qu'il y a une fluidité dans tout ça. Et ça, c'est les réseaux régionaux de cancéro, c'est les DSRC. Et donc cette histoire, parce qu'on est dans la session sur l'histoire, elle est riche en COPL et elle est riche de choses qui ont inspiré ce qui est aujourd'hui la définition des DSRC au niveau national. C'est-à-dire que cette définition, quand on l'a construite avec le référentiel de mission qui a été élaboré par l'Institut, quand ensuite les collègues de la DGOS ont repris ces éléments dans des circulaires, ça partait pas uniquement de l'idée, tiens, il faudrait qu'il y ait des réseaux qui fassent ci ou ça. C'était l'idée qu'on avait sur le terrain des exemples, et certains de ces exemples étaient plus aboutis que d'autres. Et ça, c'était le fruit de l'histoire de certaines régions dans lesquelles les acteurs avaient réussi, comme tu le dis dans le film, à se fédérer pour ensemble porter des choses et pas simplement à être, comme on le voit malheureusement dans d'autres régions, de moins en moins, la mise côte à côte d'acteurs, mais qui ne travaillent pas ensemble. Alors, finalement, cette histoire, elle aboutit aujourd'hui à une convergence entre vos missions et entre les grandes orientations, qui sont celles de la stratégie décennale, qui sont celles de la réforme des autorisations. Et vraiment, ce niveau intermédiaire de coordination, il est extrêmement important. Il est extrêmement important parce qu'on a de plus en plus et toujours besoin que l'offre de soins soit lisible. Ce d'autant plus que les parcours sont partagés entre la ville et l'hôpital. Et donc le fait d'avoir un réseau dans lequel on a plus de 30 établissements autorisés au traitement du cancer, c'est important, mais que dans son histoire, ce réseau soit allé vers la ville, soit allé vers les acteurs qui aujourd'hui vont être encore de plus en plus au quotidien auprès des patients, c'est extrêmement important. Et cet équilibre, Norbert le disait tout à l'heure, entre expertise et proximité, c'est vraiment un des enjeux des années qui viennent. Et ça, sans vous, ça va être difficile parce qu'il faut à un moment que tous ces acteurs se mettent autour de la table avec des problématiques extrêmement différentes pour les uns et les autres. Et les collègues des ARS ont aussi besoin d'expertise pour accompagner cette évolution de l'offre. Et là aussi, vous avez beaucoup œuvré. Tout ça, c'est fait pourquoi, cette coordination? Parce que dans les parcours complexes que sont les parcours des patients atteints de cancer, cette coordination, elle est ce qui va amener la qualité et la sécurité. Parce que tous les points de rupture de parcours sont à éviter et on sait que c'est là que peuvent se glisser les petites difficultés qui vont faire que, in fine, le parcours ne sera pas optimal. Ça veut dire aussi d'avoir des liens très forts avec ceux qui évaluent ce que l'on fait les uns et les autres dans les établissements de santé. Et ça, c'est la mission de cette cellule qualité que sont les 3C. Et Norbert l'a dit, au cours des 20 dernières années, il y a eu des tentations des uns et des autres, on y a tous plus ou moins participé à un moment, je ne mets personne dans le... de se dire, il y a des réseaux qui sont dans un territoire trop petit, peut-être qu'il faut qu'ils disparaissent, puis quand même on a vu ressortir les DAC après, parce que quand même on a besoin d'une coordination de proximité. Puis on a dit, oui, les 3C finalement, il y a des cellules qualité dans les établissements, il y a de l'accréditation HAS, on n'a peut-être pas tant besoin de ça. Oui, mais finalement on se rend compte qu'ils ont des missions spécifiques, et comme Norbert le disait, on va même
les renouveler, les renforcer dans un document à paraître et dans probablement ce que le ministère endossera ensuite avec une circulaire et avec des évolutions des financements qui d'ailleurs ont été abondés dans le Ségur de la santé. Et ça, c'est vraiment un point important de certains réseaux qui ont réussi à le faire, c'est de réussir ce maillage entre le réseau qui est à l'échelle régionale et des 3C cohérents, organisés pour couvrir l'ensemble d'une région. Et qui ne se marchent pas sur les pieds, qui ne sont pas accrochés les uns et les autres à un bout de territoire pour de mauvaises raisons pouvant être on est le public, on travaillera quand j'ai acheté, ou on est le privé, on travaillera que dans notre groupe. Et ça, c'est vrai que c'est pas partout qu'on a vu des gens capables de dépasser ces logiques et de dire on va travailler d'abord avec le voisin parce que c'est lui qui prend en charge le patient qui habite entre nous, plutôt que de travailler avec le copain mais qui est à l'autre bout de la région avec qui finalement on n'a pas la même filière. Donc ça, c'est aussi un point de votre histoire qui est extrêmement important, qui est aussi la capacité à intégrer au niveau du réseau et à travailler avec les personnels de coordination, je pense aux IDEC notamment, in fine, un point extrêmement important dans aussi cette histoire, et on a vu que ça intervient un peu tard dans le film, mais c'est très tôt par rapport à beaucoup de régions, c'est l'intégration aux deux bouts de la chaîne de la pédiatrie et de la gériatrie. Et ça, c'est extrêmement important, et quand on a écrit dans le référentiel que c'était souhaitable que les liens soient extrêmement forts, on pensait même clairement à un modèle comme le vôtre, c'est-à-dire à l'idée qu'à terme, il y a une évidence à ce qu'il n'y ait pas de saucissonnage en fonction des âges, en fonction des caractéristiques sociales, en fonction des caractéristiques territoriales, et le meilleur moyen de lutter contre les inégalités, c'est quand même aussi de penser globalement ce parcours cancer et d'y intégrer d'emblée ces situations spécifiques. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous avez fait dans votre histoire. Donc c'est vraiment particulier. Alors tout ça, c'est du fond. Et puis, en COPL, il y a une forme un peu particulière. Et ça, c'est un point, pour ceux qui, comme nous, sont en lien avec pas mal de DSRC, il y a une identité dans COPL. Il y a une identité très visuelle, très, sur une communication très forte. On sent que vous avez la pédagogie est dans vos gènes. Ça se voit. Pour ceux qui, comme nous, ont passé beaucoup de temps sur les sites internet des DSRC, notamment pendant la pandémie, parce qu'on avait beaucoup d'informations à mettre à jour, on voit bien quand on arrive sur le site, donc OPL, qu'il affirme très vite des valeurs et il est très accessible, il est très dédié à être une ressource. C'est pas une présentation pour dire bonjour, nous sommes en COPL, on va raconter tout ce qu'on va faire. Non, c'est dire bonjour, bienvenue chez OPL. Qu'est-ce que vous venez chercher? Qu'est-ce que vous voulez trouver? C'est cette culture de la vidéo que vous avez eue aussi peut-être avant d'autres et qui aujourd'hui est quand même un moyen de communication qui se développe partout. Nous, dans la refonte du site internet de l'Institut, c'est quelque chose qu'on est en train de beaucoup travailler, cette mise à disponibilité de ressources qui sont de l'écrit, de l'audio, de la vidéo, parce que selon les temps, selon les personnes, on vient chercher des choses différentes. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous avez eu très tôt dans votre histoire. Ça s'est illustré dans d'autres films qu'on a pu voir dans les congrès nationaux des réseaux ou ailleurs. Celui-là, il est un peu... il manque le petit côté en COPL, là, il manque un peu de folie. On sent que la maturité, c'est bien, mais il faut garder ce petit peps. Tout ça pour encourager tout le monde à aller voir les autres films nettement plus décalés que celui-là. Mais tout ça pour dire que voilà, vous avez cette présentation qui, encore une fois, c'est pas un hasard de l'histoire de OPL, c'est la volonté d'être au service d'eux. Et ça, c'est important parce que c'est pas si simple. Et moi qui ai mon passé et mon présent de soignant dans une région qui s'appelle l'Île-de-France et où les choses sont souvent bien plus compliquées que dans beaucoup de régions, je sais combien, même dans une région plus petite et où ça peut paraître plus simple, il est difficile quand on réunit des établissements de ne pas être dans la concurrence de celui qui veut se montrer et qui veut dire ce qu'il a fait. Et d'arriver, parce qu'un réseau, quand même,
constituant d'un réseau au départ, c'est les établissements autorisés. Et donc d'arriver à les mettre autour de la table et à leur dire on va travailler pour vous, mais on va aussi travailler pour les autres. Et vous allez amener des ressources. Et c'est comme ça que vous en retrouverez plus tard. C'est quelque chose qui n'est pas simple et que tous les DSRC n'ont pas réussi à faire, mais pas à leur corps défendant, parce que voilà, le contexte territorial n'était pas simple. Donc le réseau, c'est aussi ceux qui le constituent, et vous qui êtes là, vous avez su travailler dans ce sens-là. Et pour nous, c'est extrêmement important dans la vision nationale, parce que c'est à la fois l'incarnation de ce que l'on promeut dans les stratégies nationales, mais c'est aussi un exemple et qui nous aide, nous, à réfléchir à ce qu'on voudrait voir demain dans cette coordination des politiques publiques. Alors évidemment, Norbert l'a dit, on ne peut pas passer l'histoire donc OPL sans passer par le détour Covid et cancer. Voilà, dans ce comité qu'on avait créé, où on se voyait toutes les semaines, où toutes les ARS, où tous les DSRC étaient présents, où tous ont contribué. Il y en avait quand même quelques-uns qui sortaient un peu du lot et qui proposaient des choses un peu originales. C'était notamment les régions où ça a bien fonctionné entre ARS et DSRC, et clairement, votre région a beaucoup contribué. Là encore, vraiment avec une volonté de service rendu à la population. Et Philippe l'a dit, cette question du renoncement aux soins, qui nous a beaucoup questionné, qui nous questionne encore. Hein. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas retrouvé le même nombre au niveau national de chirurgie de l'estomac ou de chirurgie de l'œsophage pour cancer par rapport à ce qui était le cas avant la pandémie. On n'a toujours pas complètement dénoué tout ce qui se joue là, mais il y a probablement une part de renoncement aux soins des plus précaires, des plus touchés par les addictions. Et là où certains étaient dans l'analyse, vous avez été dans l'action. Et encore une fois, dans l'action avec une forme très directe, et notamment ce film qui était simple, mais qui vraiment, je pense, pouvait avoir un impact, et que beaucoup de régions ont diffusé. Après, on a vu comment il était diffusé. Ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est très simple, c'est une patiente qui raconte, qui dit voilà, moi j'avais peur d'aller à l'hôpital, et voilà comment je me suis dit qu'il fallait y aller, voilà comment on m'a aidé. Et finalement, c'est des choses très directes comme ça. C'est, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a des posters au fond de la salle que je vous encourage à aller voir. C'est par exemple, voilà, c'est quoi d'être un parent d'un enfant atteint de cancer en situation de pandémie. C'est des choses extrêmement concrètes comme ça que vous avez su aborder. Et cet équilibre entre une réflexion de politique de santé au niveau d'une région en partenariat avec l'ARS et puis des choses très concrètes, c'est quelque chose qui marque vraiment l'histoire de OPL et votre capacité donc à aller aussi bien de l'établissement, du patient, du professionnel de ville, d'innover pour tout le monde, avec de la simulation avec des étudiants en pharmacie, d'aller innover avec ce que vous avez fait sur la prescription d'activité physique. C'est clairement un modèle. Alors d'ailleurs, on en a repris quelques modèles régionaux les plus aboutis sur notre site, dont celui-là, pas que celui-là, il y a d'autres régions, mais effectivement celui-là il est particulièrement abouti, et encore une fois il est très pédagogique, il est très accessible. Donc vraiment une histoire qui est marquée par une ouverture à tous les champs de cancérologie. Et ça c'est important parce que le premier axe de la stratégie décennale, c'est la prévention. Prévention qui n'est pas encore complètement l'apanage de tous, et notamment des établissements autorisés. Et vous avez déjà des actions qui vont dans ce sens-là. Vous êtes dans la coordination, et la coordination, c'est ce qu'il nous faut pour demain pouvoir vaincre les cancers de mauvais pronostic. 2 appels à projets en cours, dont les résultats seront donnés bientôt pour avoir des réseaux d'excellence, et un qui se termine là sur la coordination au plus près dans les territoires, et dont on va rendre les résultats aussi début janvier. Votre expertise, c'est la qualité, et cette qualité à tous les temps du parcours, elle est très importante pour la lutte contre les séquelles. Norbert le disait, on a des objectifs quantifiés dans la stratégie décennale, c'est de diminuer de moitié les personnes touchées par des séquelles, parce qu'aujourd'hui 2 tiers des personnes ont des séquelles de leur cancer 5 ans après la maladie. On aimerait passer à 1 tiers
seulement, et donc on a besoin de réseaux qui s'intéressent à l'après-cancer, et vous avez déjà travaillé sur le PPAC par exemple, hein, le programme personnalisé de l'après-cancer, qui va venir se renforcer encore quand le dispositif de fin de traitement va se mettre en place. Et puis le quatrième axe de la stratégie décennale, qui est celui de la lutte contre les inégalités, dont on a parlé, vous êtes complètement dedans. Vous êtes évidemment, je l'ai dit, très en lien avec les territoires, et ça, pour l'organisation de la réforme des autorisations, ça va être crucial, parce que demain, oui, il y aura des établissements qui ne vont plus être autorisés à tout, et il va falloir travailler avec des établissements de recours qui auront pour mission d'effectuer le recours, et juste le recours et uniquement le recours, et de savoir repasser la main en proximité. Et ça, s'il n'y a pas une instance où on peut dialoguer entre établissements, ça risque de pas forcément bien se passer partout. Donc voilà, tout ça pour dire que cette histoire, elle est riche, qu'elle est porteuse de valeurs, elle est porteuse de méthodes qui vont dans le bon sens, qui clairement convergent avec des orientations nationales et avec ce que sont les attentes des patients, des professionnels, y compris des collègues de ville. Alors dans le futur, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On peut souhaiter qu'effectivement votre exemple, celui d'autres régions, soit la base d'un échange, d'une harmonisation des pratiques, parce qu'on voit bien que ce que vous avez porté pendant le Covid, ce que vous avez porté avec des projets originaux comme, pas tout seul, hein, comme tu le disais, avec les établissements, mais comme ce collier symbolique pour les enfants qui sont dans leur parcours de cancer, c'est des choses dont on se dit, tiens, il y a d'autres régions qui pourraient le reprendre, et vous auriez probablement aussi intérêt à implémenter des choses qui viennent d'ailleurs. Et si le Covid nous a amené quelque chose, c'est de se voir une fois par semaine pendant 1 an et demi avec tous les ARS et tous les réseaux. Ça a clairement changé nos liens, ça a renforcé nos liens, on se connaît beaucoup mieux, et on espère bien qu'on va pouvoir capitaliser sur cette histoire commune et sur votre histoire pour aller justement vers ce qu'en bon français on dirait benchmark, parangonnage en vrai français, et cette capacité à construire ensemble ce que seront les DSRC demain, et qui est bien incarné dans la DIRESCA, c'est-à-dire non seulement des DSRC qui sont en prise avec leur région, et votre histoire le montre bien, mais des DSRC qui sont capables entre eux d'amener une expertise dont nous avons aussi besoin de nous nourrir au niveau national. Donc tout ça, ça va aussi avec l'histoire qui a été celle que l'on voit nous à notre niveau de l'Institut des politiques publiques. C'est des histoires de plans cancer qui sont focalisés selon le 1, le 2 ou le 3 sur des thématiques différentes, sur des points différents, et puis maintenant une vision qui est nouvelle, qui est celle de la stratégie décennale, qui ne remplace pas les plans cancer, qui est là pour dire ce qui était dans les plans cancer, c'est acquis. Maintenant, il y a un socle, et sur ce socle, on rajoute des missions supplémentaires, on vient compléter, on vient chercher à aller vers l'excellence, parce que quand même, on peut en être fier de ce travail que vous avez fait, que nous avons fait collectivement, c'est que nous avons en France une structuration des prises en charge en cancérologie, une structuration des soins qui est quand même relativement exemplaire, et notamment parce qu'elle met la coordination très en avant. Et je peux vous dire qu'on travaille actuellement dans les Joint Action européennes avec beaucoup de collègues européens qui ne savent pas faire la coordination quand tout n'est pas dans le même hôpital. Et clairement, ce modèle-là, dans notre pays, il n'est pas forcément viable. Il faut qu'il y ait ces hôpitaux qui seront en tête, ces Comprehensive Cancer Center, comme on les appelle en bon jargon européen et qu'on cherche à développer. Mais il faut aussi qu'ils s'appuient sur un réseau dans le territoire. Et donc ça, c'est vraiment un point, cet équilibre qu'on veut nous absolument préserver dans la définition de ce que seront ces centres, des centres qui fonctionnent en réseau, qui eux-mêmes sont des unités multisites potentiellement, qui unissent les CHU, les CLCC, parce que c'est ce que vous avez réussi à faire, et vous avez montré que ça marche. Donc cette histoire, c'est une belle histoire. On est là pour en célébrer les belles choses. Il y a sûrement eu des moments difficiles, mais ça, c'est pas à nous d'en parler. Et pour dire que, comme tu le disais, il y a encore des années devant nous, et où on voit que cette convergence de vues, elle ne peut mener que dans le bon sens. Donc vue du national, l'histoire d'OncoPL, elle est porteuse de plein de choses que l'on aime avoir, que l'on aime à partager, et dont on espère que ça va continuer.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je ne suis pas la figure habituelle médicale de l'ARS qui s'occupe du cancer, c'est Juliette Daniel, pour tous ceux qui la connaissent, mais malheureusement, elle a été rattrapée par une infection épidémique saisonnière que je ne citerai pas, et donc elle m'a appelé avant-hier pour me demander, en qualité de médecin conseiller à la stratégie médicale de l'ARS, de la remplacer au pied levé. Alors, c'est pas toujours une tâche facile, mais écoutez, j'ai accepté, et donc je vais essayer de vous présenter cette présentation que je n'ai pas écrite, mais que je soutiens complètement. Alors, la suivante, c'est celle-ci. Effectivement, Juliette Daniel a voulu, dans cette présentation, rappeler effectivement des choses qui ont déjà été dites par les autres intervenants. Sur quoi s'appuie, sur quel lien solide s'appuie effectivement OncoPL avec les autres acteurs. Et donc, elle parle de texte de référence, bien sûr, un exercice qui soit suffisamment stable dans la durée, aussi bien dans la gouvernance que dans les responsabilités. Bon, je ne vais pas vous lire entièrement la diapositive, vous l'avez sous les yeux. La suite reprend chaque partie qui est développée là, et j'ai essayé d'insister sur un point à chaque fois. Alors, les textes de référence, notamment le dernier, cette instruction du 2 décembre 2019, donc elle a 2 ans, je l'ai relue à l'occasion de cette journée. Effectivement, elle est très structurante, même si je pense que le réseau OncoPL n'a pas attendu cette instruction pour mettre en place à la fois les enjeux généraux et les éléments de contribution qu'elle décrit, cette instruction. Alors, ces enjeux généraux, ils sont simples. C'est d'une part un interlocuteur unique au niveau régional pour les professionnels de santé, pour les établissements de santé et pour les autorités de tutelle. Et cet interlocuteur unique, devant travailler avec un souci de besoin évolutif. Rien n'est figé dans le cancer, le besoin est évolutif et donc il faut être très réactif par rapport à tout ce qui apparaît. Donc voilà les enjeux généraux décrits par cette instruction du 2 décembre 2019 et puis les principaux éléments de contribution du réseau que sont la lisibilité de l'offre. Et vous avez montré dans votre film que cette offre est très lisible grâce aux outils que vous avez su utiliser pour la présenter, que sont la qualité et sécurité des pratiques, c'est décrit dans l'instruction, que sont l'évolution de l'offre, j'en ai parlé des enjeux généraux, et que sont enfin la relation qui doit être faite avec les réseaux existants, les organisations existantes de pédiatrie et de gériatrie. Et vous avez montré que vous l'aviez parfaitement intégré. Donc cette instruction du 2 décembre 2019 a structuré, mais je pense plus pour des réseaux moins matures qu'OncoPL, et peut-être grâce à l'expérience d'OncoPL, qui a certainement été pour ceux qui ont écrit cette instruction, qui a été très, très utilisée. Alors, autre diapositive. Bon, rappeler quelques noms. Alors bon, on a vu effectivement pour les présidences de Corganen dans votre film, le professeur Urban et maintenant le docteur Bergerot, c'est la continuité dans les responsabilités et la gouvernance. Les médecins coordonnateurs, le docteur Lacroix et puis vous maintenant, Fabienne Empereur. Et puis au niveau des noms que vous avez pu côtoyer au niveau de l'ARS au fil des années qui se sont écoulées, donc Brigitte Simon, rappelez son nom, Jean-Yves Gagné, et puis désormais Juliette Daniel, qui effectivement est votre référent cancer au niveau de l'Agence régionale de santé. Vous avez parlé effectivement des différents acteurs au sein du réseau, et effectivement c'est important qu'il y ait une place pour chacun, mais au-delà de la place, ce que je ressens, c'est un respect mutuel des acteurs pour le réseau et du réseau pour ces acteurs. Et on sent que c'est une des bases, et on voit bien tous ces acteurs, tous les établissements autorisés, les usagers, les structures essentielles, et puis les URPS, vous les avez cités également, la ville, on est dans une politique qui ira de plus en plus dans une recherche de coopération ville-hôpital.
Le positionnement du réseau, effectivement, je crois qu'elles sont claires et surtout, c'est un élément important, ce n'est pas une structure de soins. Chacun dans son rôle. C'est un réseau de coordination qui met à disposition des outils, mais ce n'est pas une structure de soins. Et je crois que ça, c'est très important à le dire. Maintenant, effectivement, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'exemples dans lesquels, effectivement, le réseau a pu agir, que ce soit dans les bonnes pratiques de chimiothérapie en HAD, les études de prise en charge des cancers de l'ovaire, et ainsi de suite, tel qu'il est décrit sur cette diapositive. Les liens sont liés également à des compétences fortes, et donc vous avez ici effectivement les qualités des différentes personnes qui contribuent au réseau. Vous avez beaucoup parlé de la crise Covid, et effectivement, les suites, on voit bien qu'il y a eu, malgré une prise de conscience, malgré des recommandations disant qu'on devait absolument continuer à prendre en charge le cancer pendant le Covid, malgré cela, on voit bien qu'il y a eu des retards de prise en charge, avec des effets qui se voient encore, et peut-être encore pour quelques mois sur ce retard qui a été pris. Et bien le réseau a permis quand même, dans notre région, d'appuyer l'autorité de tutelle de l'ARS, et il y a vraiment eu un trinôme qui s'est mis en place pour faire face à cette problématique du Covid. Le réseau, l'ARS et l'INCa, trinôme efficace, qui a permis effectivement de rapidement mettre en place l'organisation et d'apporter des réponses concrètes aux acteurs qui étaient confrontés effectivement à ce qui a sidéré un peu finalement le monde entier. On n'était pas du tout préparé à cela, et cette sidération, il a fallu effectivement là encore être très réactif, et le réseau a pris toute sa place. Par rapport à votre appui de l'ARS en tant qu'expert, et puis de l'ARS vis-à-vis de vous en tant que réseau, effectivement, depuis la création de l'ARS, donc les ARS, c'est pas très vieux, l'ARS est beaucoup plus jeune qu'OPL. L'ARS a 12 ans, donc adolescente par rapport effectivement à cette jeunesse mature de 20e année du réseau. Et bien, nous avons déjà eu deux CEPOM, un troisième est en préparation pour 2023, et puis nous sommes à la hauteur des besoins financiers du réseau. Effectivement, je crois que c'est important de le dire. Alors certes, ce sont des fonds publics, donc c'est finalement l'argent de tout le monde, mais les priorisations des dépenses, c'est du ressort de la direction générale de l'ARS, et ma foi, nous savons toujours être là quand il le faut pour financer le réseau. Et bien voilà, donc c'était la fin de cette présentation, donc j'ai essayé de faire au mieux. Je vous le répète, c'est pas toujours facile de présenter comme ça au pied levé, mais enfin bon, en tout cas j'espère que j'ai pu vous relayer les principaux messages que Juliette Daniel voulait. Donc en fait, la question n'était pas simple, parce que on nous a simplement demandé comment se sont tissés les liens entre OncoPL et les autres acteurs de la cancérologie. Alors je vais dire qu'en fait, bien souvent, c'est une histoire de personne avant d'être une autre histoire. Et puis c'était avant OncoPL. Alors excusez-moi, c'est vrai que j'arrive un peu en fin de carrière, et donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais au siècle dernier, il y a eu un truc extraordinaire, et on a mis en place au niveau du ministère un appel à projet pour parler de la télévisioconférence. Voilà, c'était un grand mot. Et en fait, on avait l'habitude entre Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Vannes, Lorient, le CHU et le CRLC, de se réunir régulièrement, principalement dans le cadre des tumeurs ORL. On avait participé à un certain nombre de choses. Puis on s'était rendu compte, Saint-Nazaire ça allait encore, mais Lorient et Vannes qui venaient présenter les dossiers, c'était un peu compliqué. Donc on a
postulé et on a été accepté pour ce fameux appel à projet. Et c'est là qu'est né Oncopalm. Alors c'est pas parce qu'on est au bord de la mer, mais c'était parce qu'il y avait le Morbihan. Et donc on a travaillé, alors la visioconférence à l'époque, c'était des postes de télé qui prenaient la moitié de la place de visioconférence. Il fallait un abonnement téléphonique d'enfer, et puis il y avait 3 points. Et donc tant que le 3e point vert n'était pas allumé, il ne se passait rien. En plus, il fallait qu'on ait les radios à se faire voir, donc on avait une espèce de tablette pour les radios, et ça nous a appris à travailler, parce que quand on fait de la visioconférence, en étant comme pour une réunion classique, je ne raconte pas le bazar. Mais enfin, c'était pour nous le début de OncoPL, Oncopalm, jusqu'à ce qu'il y ait une réunion à Paris, où j'ai présenté, j'étais très fier d'avoir présenté ça, et puis il y avait une petite dame qui était au fond de la salle, habillée en rouge, alors c'était pas un Romanov, mais c'était Madame Poder, qui était ARH de Bretagne, et qui m'a dit habituellement, c'est Nantes qui veut se rattacher à la Bretagne, c'est rarement le Morbihan qui veut se rattacher au Pays de la Loire. Et donc à partir de là, il nous a fait comprendre qu'il était quand même préférable de travailler dans notre région, et progressivement sont arrivés. Donc comme je vous dis, c'est un problème d'hommes, et après un problème de facilité technique. Parce que comme l'a dit Gérard, ce qui nous a motivés, c'était d'abord les réunions de concertation pluridisciplinaire. Parce qu'en fait, c'était la poursuite de nos habitudes. Quand on est pendant nos études internes, qu'est-ce qu'on fait? On a nos réunions de concertation pluridisciplinaire. Et c'est pas parce qu'on va s'installer dans des modes d'exercice différents, et c'est là que je reviens maintenant sur le cas du 3C de Saint-Nazaire. On était un hôpital, 2 établissements privés, et on était à proximité de Nantes. Et si on avait continué à faire comme avant, on aurait fermé la porte parce que les gens auraient continué à aller à Nantes, parce que c'était beaucoup plus simple, parce que l'hôpital envoyait à l'hôpital, le privé envoyait au CRLC, et puis nous, on était là, et les liens humains nous ont permis de se dire que c'était quand même beaucoup plus pratique de travailler ensemble, et de travailler sur un territoire. Et donc c'est là qu'on a créé un 3C qui a pu paraître bancal, mais avec l'hôpital, une clinique privée, et maintenant nous qui étions privés. Et alors à l'époque nous étions cabinet de radiothérapie. Il ne faut pas oublier qu'un cabinet de radiothérapie n'est pas un établissement. Donc vous voyez un peu la complexité. Et on avait mis en place un premier réseau territorial. Et on avait quand même commencé à travailler avec la ville, parce qu'on avait aussi tout un réseau d'infirmières libérales qui faisaient de la chimiothérapie à domicile. Et on a été très contents, pendant très longtemps, on avait fait de la chimiothérapie à domicile par un réseau d'infirmières libérales. Donc comme je vous le dis, c'est la volonté des personnes de travailler ensemble. Alors, je vais faire sourire Fabienne, parce que les premiers rapports avec OncoPL n'ont pas toujours été faciles, parce que on avait nos petites habitudes, et c'est vrai qu'il faut se mettre dans un moule, et on avait organisé déjà un premier DCC. Et donc, on avait un DCC qui fonctionnait, mais on est rentré dans un DCC régional qui ne fonctionnait pas du tout, donc ce qui avait entraîné quelques distensions. Mais on se rend compte que l'intérêt, c'est l'intérêt pour les patients. Et quand on peut s'organiser, l'objectif, c'est pas que le patient se déplace, c'est que le patient se déplace au bon moment. Et quand les professionnels de santé ont compris qu'on avait intérêt à fonctionner comme ça, on a pu participer. Et c'est là que la force d'OncoPL a été de ne pas imposer, mais de faire participer la majorité des acteurs de terrain. Alors au début, nous avons surtout travaillé autour des référentiels. Alors les référentiels ont un avantage, ça permet de mettre autour de la table un certain nombre de praticiens. L'inconvénient, c'est qu'il faudrait les faire tous les ans, et là, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et donc, on s'est rendu compte que ce qui a été la base des liens, ça a été ce fameux dossier, le DCC. Et c'est vrai que quand on reprend l'histoire du DCC, les RCP et le DCC, dans l'image de beaucoup, c'était OncoPL. Il y a une enquête qui a été faite, je crois c'était il y a 2-3 ans, un peu plus, avant le Covid. Oui, c'est vrai que le Covid nous a un petit peu bloqués, pour dire OncoPL c'est quoi? Et les gens répondaient le DCC. Ils n'avaient pas compris. Alors il faut savoir qu'on a eu quelques jeunes qui sont arrivés puis qui nous ont dit, excuse-moi Hervé, mais que votre site internet il était un peu vieux et un peu dépassé.
Et c'est pour ça que nous avons changé un petit peu le style de notre site internet, et on se rend compte qu'en modifiant le style, et c'est vrai comme vous le dites, on est aussi beaucoup plus attractif, et c'est aussi à ce moment-là qu'on a modifié aussi la structure, on est passé des réseaux territoriaux au collège, ce qui a permis de faire l'ouverture de la cancérologie. Donc comment ça se passe? Je le dis toujours, si on en est là, c'est qu'on a commencé aussi peut-être avant un certain nombre de structures, parce que quand je parlais donc au PALM au début, mais après il y a Angers s'était rattaché à nous pour la gynécologie, donc Le Mans également, donc on avait commencé déjà à créer un réseau uniquement de visioconférences, mais c'est un peu la base du réseau régional. Donc de la patience, parce que je pense qu'il faut de la patience, il faut un peu de compréhension entre nous, parce que ça fait pas de mal de temps en temps d'avoir un petit peu de... Et puis surtout, on n'a pas de certitude, et savoir écouter les autres, et on se rend compte qu'il y a quand même des bonnes idées qui viennent des autres. Et j'ai un voisin qui quand même, il dit, en COPL c'est bien beau, mais enfin moi j'ai un réseau qui fonctionne pas mal depuis pas mal d'années, et c'est vrai que, oui, mais je te connais quand même, je sais que tu commences à bouillir. Et donc ça montre aussi l'intérêt d'aller voir les voisins, et on voit ensemble, on peut travailler, parce que quand je dis que notre DCC il est bien, ils rigolent parce qu'on s'est un peu inspiré du leur, et on a pris le même opérateur. Voilà ce que je voulais dire, c'est que l'important, c'est que les gens aient envie de travailler ensemble avec un objectif pour les patients, et là ça va tout seul. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors j'ai la casquette aujourd'hui à Coresca, à Diresca. On va le revoir parce que Fabienne ne peut pas la prendre, mais la grande chef c'est elle de la structure, donc je parle évidemment sous son contrôle, donc vous avez compris qu'on ne va pas dire beaucoup de mal dans OPL, et contrairement à ce que tu as sous-entendu, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire nous on a beaucoup appris aussi ensemble tous les deux depuis longtemps, et en fait on s'est inspiré l'un l'autre, et finalement le fait qu'on ait le même prestataire, ça nous a permis aussi en tant que DCC de continuer à évoluer, donc en fait on apprend en permanence. Et cet état d'esprit-là, il est hyper important. C'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer ici. Alors peut-être après reprendre un peu d'histoire, reprendre quelques termes de concept, et puis rendre à César ce qui est à César, hein, les premiers réseaux. Alors là, je ne parle pas des premiers pré-réseaux dont tu as parlé, qui sont hyper importants. Je parle des réseaux constitués. Les premiers réseaux, c'est Oncolor, qui est devenu Néon en Grand Est en 93, et Oncora, qui a évolué au fur et à mesure en Onco-Aura, et Oncora c'était 1994. Donc vous voyez, ça fait près de 30 ans que cette histoire des réseaux a démarré. Et puis petit à petit, sous l'impulsion des ARH, d'un certain nombre d'ARH, des réseaux ont été inscrits dans des schémas régionaux d'organisation sanitaire, et un certain nombre de régions les ont reprises. L'Occitanie par exemple, ça c'est ma région. On avait OncoLR en 97 et OncoMIP en 99. Et OncoPL, officiellement c'est 2002, avec toute l'histoire qu'il y avait avant, mais vous voyez que 2002 c'est avant le premier plan cancer. Donc avant le plan cancer qui a généralisé les réseaux, la preuve de concept était faite, le travail avait commencé à se mettre en place, et le plan cancer, comme beaucoup de mesures du plan cancer, n'a rien inventé. Enfin, il y a quelques choses qui ont été inventées, mais il a surtout été regardé, c'est la grande intelligence, qui se faisait de bien à certains endroits, et a réfléchi à le généraliser pour que tout le monde puisse en profiter. Ça a été fondamental. Donc là je vous donne une carte des réseaux. Aujourd'hui c'est un réseau par région, et avec les Outre-mer, et avec la petite particularité de la Corse, qui a un réseau commun avec Sud, hein, puisque maintenant il faut appeler région Sud, sinon c'est un... Je crois qu'il y a des soucis là-bas, ils doivent tout changer en catastrophe, parce que PACA n'est plus un terme admis, donc j'ai oublié de l'enlever, j'espère que personne est de là-bas. En tout cas, vous voyez, un réseau par région, c'est important. Et puis une histoire de vocabulaire, hein, puisqu'on est parti, on a entendu parler de SRAE ici, de RRC, maintenant on est un DSRC. Demain, j'espère, parce que moi j'arrive pas à le dire toujours, là c'est une des premières fois où j'arrive à le dire rapidement, on sera sûrement le dispositif du cancer. Voilà, c'est ça qu'on retiendra, il faudra un petit peu de temps. Au milieu, il y a le 3C, Jean-Baptiste en a parlé, le centre de coordination en cancérologie, ça va être un élément très important, et puis encore
plus importante, je pense, pour les années qui viennent, le dispositif d'appui à la coordination, qui regroupe l'ensemble des structures que vous avez en dessous, réseaux territoriaux, CLIC, plateforme territoriale d'appui, Maya, etc., etc. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 3 éléments structurants qu'il faut retenir. Le dispositif d'appui à la coordination qui fait le lien entre la ville et l'hôpital, le 3C qui va amener la couche de coordination territoriale spécialisée en cancéro, et le dispositif qui, lui, amène à ces acteurs un certain nombre de méthodes, d'outils, etc., etc. Et ça, c'est très structurant, et ce qu'on espère, c'est que cette réforme, on va l'accompagner jusqu'au bout et qu'on ne va pas se dire dans 2 ou 3 ans, ah là là, les DAC, il n'y en a pas des biens partout, il faut tout supprimer, on va refaire quelque chose de nouveau. Le DAC, on est parti pour 10 ans, il va falloir du temps, mais c'est des réformes qui sont vraiment intéressantes et très structurantes. Alors pour revenir à nos DSRC, qu'est-ce que ça n'est pas? Parce que ça paraît vraiment important de définir quelque chose de manière, surtout pour éviter les pièges. C'est pas un endroit où on impose les bonnes pratiques. On entendait souvent parler de la notion de tête de réseau. La tête de réseau, ça ne marche pas si on l'entend de cette manière-là. Ça n'est pas un enjeu de pouvoir. Quand c'est un enjeu de pouvoir, ça ne marche pas, le réseau ne marche pas. Ça n'est pas non plus le bras armé de l'INCa ou de l'ARS, on l'entend souvent. Or, ben moi, voilà, quand j'entends bras armé, c'est cette photo que je vois qui me fait peur. Et donc, quand c'est le bras armé, ça ne marche pas là non plus. Alors, on va le retourner, évidemment. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord et avant tout la maison commune des professionnels de santé. On en a parlé depuis tout à l'heure, on a entendu maison commune. La maison commune, voilà, c'est un endroit où on a envie de faire consensus, tous ensemble, entre le public et le privé, la ville et l'hôpital, les médecins et les soignants. Et donc, c'est le meilleur atout pour l'ARS et pour l'INCa pour faire diffuser les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on compte sur les professionnels pour eux-mêmes se mettre d'accord sur ce qui est bien, évidemment en prenant en compte les recommandations. Et finalement, on se rend compte que quand on discute bonnes pratiques, il n'y a pas de public, il n'y a pas de privé, c'est terminé tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de bien prendre en charge leurs patients, et donc autant leur donner des clés, on est toujours beaucoup mieux servi en retour. Et ça, c'est très très important. C'est pas encore compris dans toutes les régions. Je crois que vous avez une région dans laquelle ça a l'air d'avoir été bien compris. Depuis le temps que je travaille avec Fabienne, on voit qu'on a la chance dans nos régions d'avoir des vraies collaborations ARS réseau, ça c'est fondamental. Donc, une chose aussi importante, c'est un projet régional commun entre les acteurs, mais qui se fait dans un cadre national. C'est très important qu'il y ait une prescription avec quelque chose qui donne les grandes lignes. Donc ça, c'est ce qui arrive, et c'est tout le travail de l'INCa, mais qu'après, ça soit les acteurs qui puissent se saisir de ce modèle-là et qui puissent l'adapter aux besoins de la région. Et puis, ça devient, de ce fait, un lieu d'innovation organisationnelle permanente. On ne s'en rend pas assez compte, on ne se fait pas assez de bien par rapport à ça, mais on innove en permanence. Et quand on s'arrête, on se dit, finalement, c'est pas évident, ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, faire travailler les gens ensemble, c'est loin d'être une évidence, et donc c'est de l'innovation. Ce que vous avez fait à Saint-Nazaire au début avec les autres acteurs, vous avez réfléchi, innové, etc. Puis petit à petit, voilà, ça s'est structuré. C'est important de se le rappeler, et avec des clés du succès de nos types de structures, c'est pas toujours évident, c'est une histoire d'homme, je crois que c'est Jean-Baptiste, il me semble qu'il a dit tout à l'heure, c'est une histoire d'homme à tous les niveaux. Si on n'a pas les bonnes personnes au niveau du réseau, au niveau de l'ARS, au niveau de l'INCa, etc., il y a un moment, le truc ne prend pas. Là, il faut un portage et un partage politique fort par les acteurs de la santé. Ça, c'est fondamental. Il faut un soutien fort de l'ARS et donc une confiance. Là aussi, c'est fondamental. Il faut une animation scientifique, un accompagnement collectif de l'INCa pour l'ensemble des réseaux, et ça, on en a besoin, on a besoin de partager. Il faut un échange permanent avec tous les dispositifs. Ça, c'est le travail de la Coresca à Diresca. Ce qui, moi, m'a appris le métier quand je suis arrivé tout seul, parce qu'on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Apprendre à faire travailler les gens ensemble, c'est compliqué, et c'est souvent difficile d'avoir un retour des acteurs de terrain, parce que souvent les gens ne s'en rendent pas compte, donc on se fait beaucoup engueuler, on se fait beaucoup secouer, on se fait beaucoup remettre en place de temps en temps, et on a du mal à entendre les gens qui nous disent « Ah, ce que vous avez fait, c'est génial ». Une journée comme celle-là, pour l'équipe d'OncOPL, c'est fondamental parce qu'ils ont un retour sur investissement qui est majeur, et vous, professionnels de santé, ça vous permet aussi de voir et de comprendre l'ensemble des choses qui sont faites, et pas seulement les quelques projets sur lesquels chacun on est amené à travailler. Et
et j'en viens au point qui est essentiel, hein, ça ne marche que si on travaille sur des projets qui sont utiles, et utiles pour les professionnels, et que vous le ressentez sur le terrain, au quotidien. Donc ça c'est la clé évidemment du succès. On ne s'amuse pas à travailler pour des choses qui ne nous ramènent rien, et bien heureusement. Les limites et les grands risques aujourd'hui, évidemment politiques. Je pense que là, vous êtes passé à autre chose, donc, mais si ça ne devient plus un projet commun, si c'est un des acteurs qui s'accapare un peu le projet, ou une tutelle qui veut guider dans un sens où les gens ne veulent pas aller, ou ça ne marche pas et c'est compliqué. Les risques cliniques, aujourd'hui, on se rend compte que par rapport à il y a 10-15 ans, les professionnels n'ont plus le temps, ils sont suroccupés, il y a 10 000 projets dans tous les sens, ça fusionne partout, ça bouillonne dans tous les sens, et ben voilà, là c'est notre légitimité à nous, ce sont les professionnels de santé. Donc si les professionnels de santé ne sont plus disponibles, c'est plus compliqué d'arriver à travailler avec eux. Et puis le côté pratique, nous, équipe des réseaux, c'est tellement, je m'emballe un peu, c'est tellement génial ce qu'on fait. Dès qu'on ouvre un sujet, on ouvre des portes derrière avec des nouveaux projets qui arrivent collaboratifs, et donc on a toujours envie de se d'aller à droite à gauche. Et à un moment, il faut savoir s'arrêter, savoir dire non, et essayer de rester dans le domaine de choses qu'on est capable de faire, ou alors il faut que les agences nous accompagnent et nous donnent 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 personnes. On arrivera toujours à faire des projets communs, et il faudra qu'on se structure légèrement différemment. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre en tout cas. Non, c'est pas la lettre Père Noël parce qu'il y a du concret derrière. C'est-à-dire qu'on ne vend pas du rêve, hein, on vend des vrais projets. Une petite histoire de la collaboration. La Coresca, c'est 2004. C'est une association de coordonnateurs. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ça a vraiment démarré d'abord sur le partage d'expérience, du compagnonnage. On a échangé ensemble les méthodes, les projets. Il n'y a rien de tabou en fait. Ce qui est fait quelque part, on peut le reproduire ailleurs et ça c'est fondamental. Mais aussi, au début, c'est souvent du soutien moral. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais si t'inquiète pas, tu verras un jour, ça ira bien. Un groupe de parole, mon Dieu, j'en peux plus, je vais arrêter. Mais si, allez, tiens le coup, etc. Une soupape de sécurité. Voilà, donc ça a été majeur. Et puis le miroir de nos différences. Qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Pourquoi ça marche chez eux et pas chez moi? Pourquoi ça marche chez moi et pas ailleurs? Et ça, on le partage ensemble et c'est très important. On le dit depuis tout à l'heure, on a évolué, je crois que c'est Norbert, tu l'as dit, on est passé d'une association de coordonnateurs à une association de dispositifs. C'est important, il faut qu'on garde l'esprit travail collaboratif entre réseaux, mais qu'on ait un peu plus de légitimité collective à parler directement avec nos tutelles de l'INCa et du ministère. Donc on intègre les présidents dans la gouvernance, et puis on intègre des équipes de salariés dans les projets. Voilà, on se réorganise. Nous aussi on innove. Quelques projets qu'on a pu mener, là tu me demandais tout à l'heure si je me rappelais de cette séance au ministère avec Fabienne, avec les surréalistes. Oui, effectivement, et en fait c'est probablement un acte fondateur quelque part de qu'est-ce que c'est un réseau, pourquoi on est là, à quoi on sert, pourquoi dans certains endroits ça ne marche pas, et arrêtons de regarder là, regardons ce qui se fait ailleurs, pourquoi ça marche, quelles sont les clés de la réussite. Et voilà, ça a été très structurant, on a pu rencontrer, on a eu un énorme soutien de l'INCa, on a eu un énorme soutien des ministères, ça a été un moment très, très fédérateur, et ça a abouti sur l'évolution des missions des réseaux, travail auquel on a participé de manière importante. J'ai voulu citer aussi les référentiels de pratique et rendre hommage à Oncolor et derrière à Oncora, mais c'était d'abord Oncolor, avec beaucoup probablement connaissent Oncologique et l'accès à ces référentiels de pratique. Et puis la mobilisation Covid-19, on en a parlé avec un énorme soutien entre nous pour les acteurs, et puis ensuite avec l'INCa, une grande communauté de travail. Enfin, ça a été un moment effectivement assez mobilisateur pour nous tous, et ça nous a permis d'offrir des solutions à nos professionnels. Il faut que j'accélère, projet à Coresca aussi. Ah ok. Je ne veux pas accélérer, mais il ne faut pas que je ralentisse, tu fais bien de me dire. Le Congrès national des réseaux de cancéro, qui est porté par la Coresca, Adiresca maintenant. Je vous ai remis les dates. On était venu à Nantes en 2016. On revient, il y a un lieu déjà,
Et c'était super, et tout le monde avait trouvé, tout le monde était revenu enchanté vraiment par Nantes, l'éléphant, et puis la qualité du congrès et la participation des professionnels. Ça a été, voilà, petit à petit, ce congrès s'installe, et donc le 2025, ça sera à Angers, et donc on aura plaisir à revenir ici. En attendant, Paris en 2023, n'hésitez pas à venir regarder nos travaux. Et puis tu m'as demandé de manière un peu plus personnelle de mettre en avant nos collaborations donc entre le réseau Onco-Occitanie, OO, hein, c'est pour ça qu'on dit O2, ça tient dans la diapo comme ça, et le réseau OncoPL. Effectivement, le premier sujet de collaboration, c'est le DCC, puisqu'on avait été impliqué dans le choix, on était venu présenter notre DCC, etc. Il a été retenu, et en fait ce que je disais, c'est que derrière, on a saisi cette opportunité en se disant, bah, nous, c'est aussi facteur d'évolution, puisqu'on était seul avec notre prestataire, et donc on a travaillé vraiment en grande proximité avec OncoPL, et on a décidé de partager le financement, de partager le fonctionnement, donc on valide toutes les évolutions ensemble, on se soutient là aussi moralement par rapport aux difficultés, voilà, comme tout prestataire, de temps en temps on aimerait bien qu'il puisse faire tout très rapidement, et puis lui il ne peut pas faire tout très rapidement, donc voilà, on est ensemble sur ce projet-là, et c'est un vrai beau projet de collaboration. Le deuxième sujet, je m'excuse tout de suite auprès de Clémence, parce que je me suis fait reprendre sur le fait que, effectivement, je n'avais pas parlé de l'annonce. On a fait aussi un gros travail sur l'annonce, mais là, je ne vais pas en parler. On est sur EvaPrev, donc je crois que c'est Clémence aussi, là. C'est Delphine. Ah oui, je suis bête, c'est Delphine. Je ne sais pas où elle est, Delphine. Gros travail aussi entre nos équipes, réseau Onco-Occitanie et OncoPL, sur la fertilité, où on a chacun des outils. Je crois que vous êtes assez avancé avec des outils que vous avez déjà commencé à déployer, et on a réfléchi cette fois-ci sur un projet d'évaluation des pratiques qui s'appelle EvaPrev, qui a obtenu un financement de près de 500 000 € national sur un projet de recherche dont l'objectif est d'évaluer ces outils, d'en vérifier l'utilité, et de regarder derrière comment les améliorer et comment les déployer encore mieux. Donc c'est un travail collaboratif avec nos groupes de travail fertilité dans nos deux régions, donc les professionnels de santé dans le cadre des réseaux, et une équipe INSERM qui travaille sur les inégalités de santé qui est basée à Toulouse. Troisième sujet fort sur lequel on a beaucoup échangé, c'est le Covid. Alors au-delà des discussions qu'on a pu avoir tous ensemble, on a nous ensemble été plus particulièrement concernés, alors dès le début par le maintien des RCP. Quand on a vu que les RCP commençaient à s'arrêter, on a tout de suite travaillé chacun de notre côté avec des professionnels pour faire des repos. Ces repos, on les a mises ensemble en commun, puis on les a réfléchis au niveau de la Coresca, et très vite avec l'INCa qui nous a dit venez, on fait un référentiel là-dessus sur le maintien des RCP, enfin des recommandations, et en combien de temps? En une semaine, les recos étaient écrites, l'INCa avait réussi à faire passer ça à travers toutes les fourches codines de la décision. Enfin, ça a été quelque chose d'assez impressionnant, hein, la manière dont on a pu s'adapter là-dessus. Le travail aussi qu'on a fait avec nos ARS respectives, et on se les a échangées, et on les a presque, je vais dire, écrites ensemble, sur les premières recommandations aux établissements de santé sur le maintien d'activités et sur les précautions à prendre au départ de l'arrivée de la pandémie. Et puis la troisième chose que je voulais mettre en avant, c'était le travail que vous avez mis en place sur les sentinelles. Alors je ne sais plus comment vous les appeliez, sentinelles, ça tombe super bien, dans les établissements de santé pour identifier les problématiques Covid, et qu'en Occitanie on a trouvé super, qu'on a repris et qui nous a beaucoup servi pour les deuxième et troisième vagues. Et donc le travail aussi sur l'évaluation du dispositif d'annonce, où nos équipes ont travaillé ensemble pour essayer de décliner une présentation du dispositif d'annonce, des nouvelles recommandations, pour essayer d'accompagner les professionnels à intégrer
ces nouvelles recommandations qui étaient de l'INCa, qui étaient particulièrement pertinentes, hein, et qui, mais bon, comme toujours, quand c'est un document de 20 ou 30 pages, bah, tout le monde ne prend peut-être pas le temps de le lire, et là, ça a été simplifié en voilà, 5 fiches qui ont pu être utilisées et diffusées à tout le monde. Donc une belle collaboration, on s'entend bien, on travaille beaucoup ensemble, on ne peut pas faire la même chose avec tous les réseaux, mais en tout cas il y a une vraie communauté entre Onco-Occitanie et OncoPL. En conclusion, le DSRC en région, c'est une collaboration entre professionnels, tous les professionnels et l'ARS. Au niveau national, c'est une belle collaboration entre toutes les régions et l'INCa. Je pourrais rajouter et les ARS, bien entendu, mais vous avez compris que si elles sont au niveau régional, elles le sont aussi au-dessus. Et puis, pour paraphraser Jean-Baptiste Méric et Michel Fugain, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est DSRC, et on est assez fiers de participer à l'aventure. Donc merci à vous et bravo.